Bonjour, je suis Dr. Sétaré Samimi, je suis hémato-oncologue à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, dans la province de Québec au Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler du cancer de l'œsophage. Le cancer de l'œsophage est le cancer de l'organe en fait qui relie la bouche à l'estomac, donc qui nous permet d'avaler. C'est le cancer en termes de fréquence, le huitième sur l'échelle mondiale. Sa prévalence va être variable d'une région à l'autre, surtout dépendant de certains facteurs de risque. Il y a deux types de cancer de l'œsophage basés sur la pathologie. Donc, il y a le type carcinome épidermoïde qui consiste surtout au niveau du cancer supérieur, donc cervical, et du cancer, pardon, de l'œsophage supérieur, cervical, et de l'œsophage moyen. L'autre type qui s'appelle l'adénocarcinome est vu au niveau du cancer de l'œsophage distal ou du l'œsophage inférieur. Comme tout cancer, il est donc possible que les cellules tumorales se détachent et se propagent dans les autres organes, causant ce qu'on appelle des métastases. La plupart du temps, il n'y a pas de cause précise pour l'arrivée de ce type de cancer. Par contre, nous savons qu'il y a des facteurs de risque qui font en sorte que la prévalence peut augmenter. Les facteurs de risque peuvent varier quelque peu selon l'histologie et la zone géographique que vous vous retrouvez. Ceci étant dit, les principaux facteurs de risque reconnus sont l'obésité, le reflux gastro-œsophagien, donc le contenu de l'estomac qui monte au niveau de l'œsophage, causant à la longue de l'inflammation et augmentant le risque du cancer. De ce fait même, il y a l'œsophage de Barrett, qui est une condition prédisposant au cancer de l'œsophage. La cigarette ainsi que la prise d'alcool sont des facteurs de risque bien reconnus. L'âge de plus de 60 ans ainsi que le sexe masculin sont également des facteurs de risque. Dépendamment des zones géographiques, il y a parfois également la consommation de certains types de breuvages très chauds et de la mastication de certaines plantes qui peuvent être des facteurs de risque. Quels sont les signes et symptômes de ce cancer? Vous pouvez ressentir une difficulté à avaler la nourriture ou même parfois la salive, que ce soit au niveau du cou ou plus bas au niveau du médiastin entre les seins, où ce qu'on peut sentir donc cette difficulté, de la douleur, également un point dans le dos peut être ressenti. On peut avoir une perte de poids, une perte d'appétit, une fatigue qui s'accompagne. Parfois, la voix peut changer, devenir plus rauque. Il peut avoir une toux, euh, plus rarement, mais possiblement des crachats ou des vomissements contenant des filets de sang, et ainsi que des fois des brûlements d'estomac, mais qui s'intensifient. Comment on fait le diagnostic? Donc, plusieurs modalités. La première geste d'intervention souvent qui porte le diagnostic est une gastroscopie ou une OGV, qui est une caméra qui permet d'aller voir l'œsophage, la lumière de l'œsophage, de voir la tumeur et souvent donc de faire le premier geste, la biopsie qui nous confirme le diagnostic. Il y a également l'écho-endoscopie ou le EUS, qui est une endoscopie, donc on passe encore une fois par la bouche, mais avec une sonde d'échographie qui permet de faire une meilleure visualisation de l'épaisseur que la tumeur prend au niveau de l'œsophage et des statuts ganglionnaires. Donc, le staging est plus approprié de cette façon. On peut également parfois voir s'il y a une atteinte métastatique au niveau du foie ou du péritoine avec cette modalité. Par la suite, le CT scan, donc la tomodensitométrie du thorax et de l'abdomen pelvien nous permet encore une fois de voir parfois le site de la tumeur, les ganglions régionaux au pourtour et également s'il y a une atteinte d'autres organes qu'on appellerait donc des métastases. Le PET scan est un autre examen qui est une tomoscytométrie par émission de positrons qui nous permet également de voir l'étendue de la maladie et s'il y a des métastases à distance qui n'ont pas été visibles, par exemple, au niveau du CT scan. Finalement, les prises de sang peuvent parfois nous donner certains indices
ou aussi nous permettre de mieux décider notre plan de traitement et de voir les comorbidités là, que le patient peut avoir. Pour ce qui est des traitements, la première question est de voir si une maladie peut être à une visée curative. Donc, si on pense que nos actions vont amener à une guérison, souvent dans cet algorithme, il va y avoir un geste chirurgical avec des traitements qu'on va donner avant et après afin de augmenter les probabilités de réussite et de diminuer les risques de récidive. Donc, dépendamment du type de pathologie et de la localisation de la tumeur, des traitements souvent de chimio, radiothérapie et parfois de chimio seul vont être donnés avant de passer à l'acte chirurgical. Par la suite, encore une fois, dépendamment du schéma ou du protocole qui a été choisi, des traitements à base de chimiothérapie peuvent être donnés de nouveau ou des traitements à base d'immunothérapie selon les résultats de pathologie que votre oncologue discutera avec vous. Dans certains cas, la maladie ne peut pas être opérée ou le patient a trop de comorbidités pour pouvoir subir une opération. Si la maladie n'est pas métastatique dans certains cas, il y a toujours une possibilité de faire des traitements qu'on dit radicaux avec une possibilité de guérison en faisant de la chimio-radiothérapie ensemble. Finalement, dans les maladies plus avancées, donc les stades 4 ou des maladies où la guérison n'est pas une option, des traitements à base de chimiothérapie, plus ou moins immunothérapie ou traitements ciblés vont être donnés dépendamment des résultats de pathologie et d'études moléculaires que nous allons avoir pour mieux cibler nos traitements. Suite au traitement, pour les patients qui ont une maladie à visée curative, il y a une période d'adaptation. Il n'est pas rare que les patients sentent une période d'anxiété, de dépression, de troubles de sommeil. Il est donc important que le tout soit discuté et une prise en charge soit faite par l'équipe d'intervenants. Également, suite à les traitements de radiothérapie, de la chirurgie, des problèmes d'alimentation peuvent avoir lieu. Encore une fois, il est important d'avoir les discussions avec votre équipe, d'impliquer l'équipe de nutrition. Parfois même, il peut y avoir des rétrécissements au niveau de l'œsophage pour lequel des interventions peuvent être faites. La chimiothérapie peut également, dans les premiers mois, donner des problèmes au niveau de la concentration ou même des troubles de mémoire. Habituellement, ceci est un effet secondaire qui finit par s'estomper. Dans tous les cas, il est donc bien important lors de vos suivis avec vos intervenants, votre équipe, votre infirmier, vos médecins, de faire part de vos symptômes afin qu'ils puissent vous aider du mieux. Pour ce qui est des examens de suivi, le tout dépend plutôt des symptômes qui vont se manifester, qui vont guider la nécessité ou non de procéder à des examens supplémentaires. Voici donc un petit survol de ce cancer en espérant que ceci répond à certains de vos questionnements.